Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite déjà un bon début de semaine puisque vous verrez cette vidéo que lundi prochain. Donc lundi, nous serons que je ne me trompe pas de date, nous serons le 24 février 2025, toujours. Hein. Nous avons débuté un peu plus de, il y a presque 2 mois maintenant. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon samedi, un bon dimanche, en famille, entre amis, ou peut-être des camarades de travail ou d'autres, hein, d'autres gens que vous connaissez, soit dans un établissement, on va dire, je sais pas moi, un café, une brasserie ou je sais pas où, enfin bon, peu importe. Peut-être en vous promenant en voiture ou à pied. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. Alors, je voulais faire un rapide briefing, comme on dit en anglais, un briefing aperçu. J'ai parlé des Templiers dans la vidéo précédente. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, ben, écoutez, vous regardez-la, visionnez-la. C'est un sujet très intéressant. Je compléterai en disant ceci. C'est que tout au long des rois, depuis le Xe siècle, hein, donc 1100, oui c'est ça, entre 1100 et puis 1260, où Philippe le Bel fera brûler, fera détruire la chevalerie finalement. Ce sera la fin de la chevalerie à la française, hein, disons-le franchement. Cette chevalerie qui était l'orgueil, la fierté de notre royaume, tout d'un coup on va tomber de plus en plus dans la préciosité. Oh, je n'ai rien contre en soi, la délicatesse, tout ça. Non, non, c'est pas ça. La bienveillance, le savoir-vivre, les bonnes manières, au contraire, je suis pour. C'est vrai que jusqu'alors, au XIIIe siècle, on était un petit peu on mangeait avec les doigts. Bon, c'est vrai que ça manquait un tout petit peu de délicatesse, mais que voulez-vous, c'était la chevalerie. La chevalerie, elle a ses règles, elle a ses bons côtés, les mauvais côtés. Et là, nous poursuivons tout de suite alors avec le roi du jour. Donc, on avait commencé hier. Je vais vous partager cette page. Voilà. Il s'agit de Philippe. Hein. Alors, tout simplement Philippe. Il n'y a pas de numérotation, pardon. Je vais repiler ma tablette. Voilà. Alors, je vous ai lu un petit peu. Dans le premier fils, on l'a lu. Hein, on ne va pas reprendre ça. Alors, avant de commencer plus sérieusement le parcours de Philippe de France, 1116 donc 1131. Là, la chevalerie, comment on appelle ça? Oh, les pèlerinages, ça a un autre nom, mais enfin bon. Bref, les pèlerinages à Jérusalem se poursuivront, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin des Templiers, quoi, hein, pratiquement jusqu'à Philippe le Bel, où là, Philippe le Bel met un terme carrément à la chevalerie, et donc, non pas au pèlerinage en tant que tel, mais à la protection de ces mêmes pèlerins francs, donc de notre pays, de l'Hexagone. Il mettra fin voilà, à cette grandeur. Voilà, je vous montre ici, je ne sais pas ce que c'est ça. En, en luminure représentant la mort accidentelle de Philippe de France. Ah bon? Bah, c'est pas très joli, hein. Je sais pas de quoi il est mort, mais alors, dans l'idée, alors je vais commencer à lire, mais avant, je vais m'interrompre pour parler des chevaliers du Saint-Sépulcre. Alors, en fait, la perte des Templiers, des chevaliers du Saint-Sépulcre, donc, ça a été en fait la perte de Jérusalem, mais plus encore de Saint-Jean d'Acre, à Jérusalem, bien sûr. Saint-Jean d'Acre qui était l'orgueil, la fierté de notre royaume, où là, on agrandissait comment dire, en diplomatie, notre diplomatie, si vous voulez, hein, avant la lettre. Hein. La fierté française s'était répandue dans tout l'Occident et même dans une grande partie de l'Orient arabe, on va dire. Hein. Et donc, de la Palestine à l'Arabie Saoudite, enfin à l'actuelle Arabie Saoudite, etc., où là, la fierté française était reconnue de partout. Mais en perdant Saint-Jean d'Acre, donc Jérusalem, le seul empire chrétien oriental, le dernier d'ailleurs, le dernier empire qu'on a perdu, donc à cette époque, au XIIIe siècle, marquera bien sûr la dénonciation de Philippe le Bel avec à Rome, euh,
Clément V, je crois d'ailleurs qu'il s'est laissé influencer par le roi, euh, soi-disant parce qu'il pratiquait certains actes, comme je vous ai lu, hein. Et donc Clément V s'est laissé entourlouper, si je peux me permettre, et donc a fait en sorte de donner son accord au roi Philippe le Bel de mettre un terme, de se séparer des chevaliers, quoi. Bref. Alors quel bilan peut-on empirer? Cette malédiction, elle est véridique. Même si Wikipédia et d'autres écrits disent que c'est une légende. Non, 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 c'est pas une légende, c'est la vérité. Parce que dans la période qui a été annoncée par Jacques de Molay, les trois, bon, il y avait Nogaret, il y avait Philippe, je ne sais pas quel numéro, mais enfin, Philippe le Bel hein, devait mourir dans l'année, et d'autres, hein, donc jusqu'à la 13e génération, effectivement, ça s'est déroulé comme ça a été annoncé. Et je crois qu'il y en a un qui le rappelle, un grand écrivain et poète, c'est Dante. À propos du purgatoire, il faut le lire, hein, moi je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il traite en partie de cette période, justement, il me semble. Alors, mais la similitude, c'est étrange. L'Église, donc le Vatican, mais l'Église de France aussi, condamne donc les Templiers. Ça ne vous rappelle rien? Ben, nous verrons ça au XVe siècle, hein, avec Jeanne d'Arc. Vous voyez ce que je veux dire? La même Église qu'il avait élevée pour faire couronner le roi, oh, je sais plus, le dauphin, le gentil dauphin. En fin de compte, c'est la même histoire qui se répète. L'Église, qui au départ soutenait Jeanne d'Arc, va la condamner en la donnant aux Anglais, quoi. Aux Anglais qui étaient devenus un royaume anglais, hein, britannique, un royaume chrétien. Et je vous dirai de quoi il en retourne à propos de l'histoire de Jeanne d'Arc. Je vais écouter une histoire qui n'est pas tout à fait conforme à ce que pense le Vatican de Jeanne d'Arc, hein. Justement d'un homme qui, lui, il est mort depuis longtemps d'ailleurs, hein, Henri Guillemin, pour ne pas le citer. Je vous invite à écouter, elle dure plus de 6 heures l'émission, mais bon, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, hein, où là il parle de Jeanne d'Arc. Bon, nous en reparlerons plus tard. Alors je commence la lecture. Dans l'idée d'assurer la continuité dynastique capétienne, Philippe est désigné comme le successeur de son père. En fait, je vérifie deux choses. Oui, d'accord. Et là, d'accord. Le micro est ouvert. Bon, je poursuis. À Senlis, à l'occasion de la fête de Pâques, en 1120, tout est référé maintenant à l'église, quoi. Alors qu'il n'a que 4 ans, à l'âge de 13 ans, il est ensuite associé à son père sur le trône de France et sacré à Reims le dimanche 14 avril 1129 par l'archevêque Renaud de Martigné. Qui c'est C'était l'évêque, hein? Oui, bon, bah, archevêque encore mieux. Bon, je poursuis, je vais pas continuer. Oh, ben c'est court. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pas normal ça. Ce micro me pose des problèmes. Bon, bref. Je regarde un peu là. Oh, mais c'est pas très long. Mais je suis où là? Oh là 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 là. Ah, mais c'est pas lui que j'aurais dû lire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Philippe. Ah oui, Philippe II, pardon, excusez-moi. Je me disais aussi. Alors, on a lu hier, bon, vous vous souvenez, on a lu l'identité un petit peu de ce prince, de ce roi. Alors, Philippe II Auguste. Donc, Auguste, né le 21. Bon, on va pas se répéter. Le surnom d'Auguste lui est donné, bon, ça on l'a lu. Chapelain et biographe de Philippe II, Guillaume le Breton. Ah, ben tiens. C'était qui lui? D'accord. Était un prêtre, oui, d'accord, bon. Ouais, oui, oui, oui. Et chroniqueur, oui. Le nomme Philippe le Magnanime dans sa chronique La Philippide, rédigée entre 1214 et 1224. Cette chronique est une continuation de celle de Rigord. Qui était Rigord? Rigord est un moine. Oh là, décidément, il n'y a que qui écrivent, hein. Vous remarquerez, il n'y a que. Hein. Et c'est l'époque de l'Inquisition déjà, hein, je vous rappelle. Que Philippe II lui a demandé d'expurger le jugeant moins
l'audatrice qui le souhaitait. Je crois que... Attendez, je vais faire une recherche personnelle, si vous voulez bien. Alors, Inquisition. Excusez-moi, hein, je me coupe un peu. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas me tromper. Chronologie. Ouais, je fais des recherches devant vous, chers amis. Bon, bref, on va voir ce que c'est. Hein. Alors, l'Inquisition a été établie en France par le pape Grégoire IX le 20 avril 1200. Ah non, c'est plus tard alors. 1233. Ce tribunal d'exception, appelé l'Inquisition Hereticae Pravitatis, avait pour mission de démasquer et condamner les hérétiques et les catholiques non sincères dans tout le royaume de France. Je vous rappelle que donc c'est Grégoire IX en 1233, n'est-ce pas, chers amis? Donc je poursuis ici le voilà. Donc c'est pas là alors, hein? Ah ben non, c'est pas encore là. C'est pas sous Philippe le Bon. Sous Philippe II donc. Alors Chaplin est biographe, bon je vais pas lire tout ça, c'est pas la peine. Le règne, alors on va aller au règne. Les débuts, une affirmation rapide en 1279-1189. Roi à 15 ans donc. La naissance de Philippe Auguste en 1165 est accueillie comme un miracle. Bon, ça je l'avais lu je crois, hein, il me semble. Je ne sais pas que je ne veux pas me répéter, mais je ne veux pas non plus. Alors voilà, là nous avons ici le blason. Voilà. Expulsion des Juifs. Bon, ben ça c'était la période où... voilà, mariage. À la fin du règne, Louis VII, le comte Philippe de Flandre. Voilà. Les Philippe d'Alsace. D'accord. Ah oui, d'accord. Et mort à Saint-Jean-d'Acre. Oui, c'était encore à son époque de Louis II, donc, où le royaume avait encore la Palestine, en fait, avait proposé au vieux... Alors, à la fin du règne de Louis VII, le comte Philippe de Flandre avait proposé au vieux roi sa nièce Ide, fille de son frère Mathieu, comte de Boulogne, pour renforcer son influence et négocier, au début de 1180, le mariage de sa nièce Isabelle, fille de sa sœur Marguerite et de Baudouin, comte de Hainaut. Oh bon, on va pas continuer, hein. Haine de rivalité, bon, dès 1181, mené par le comte de Flandre Philippe d'Alsace, donc, voilà, c'est le même, hein, avec lequel Philippe s'est brouillé. Le conflit avec les barons est ranimé. Il parvient toutefois à contrer les ambitions du comte en brisant les alliances que ce dernier a nouées avec le landgrave. D'accord. De Brabant. Le duché de Brabant est un état. D'accord. D'accord. Bon. Parfait. En Italie. Non, c'est pas en Italie. Bon, enfin bref. Godefroy de Louvain. Voilà. Un évêque, non? Un évêque. Marquis, non. Marquis d'Anguin. Pourtant, on dirait qu'il a une mitre. Non, mais non, c'est une couronne. Et l'archevêque de Cologne. Philippe de Hunsbourg, en juillet 1165, le traité de Bove confirmait au roi la possession du Vermandois, de l'Artois et de la Miennois. Oh, je n'arrive même pas à lire. Bon. Les Plantagenets, bon bref, tentative de répudiation de la reine en 1104. Bon, la troisième croisade, vous voyez, voilà. La troisième croisade et la rivalité avec Richard Ier dit Cœur de Lion. Ça, c'est un prince anglais, 1190-1199. Et la guerre de 100 ans, alors, elle a commencé 100 ans avant. Donc, Philippe Auguste et Richard partent ensemble pour la troisième croisade qui mobilise, vous voyez, donc déjà l'Angleterre était devenue chrétienne, hein, qui mobilise également la plupart des grands barons de France. Philippe embarque à la fin de l'été 1190 de Gênes et Richard de Marseille.
mais ils sont surpris par les tempêtes d'hiver en Méditerranée et doivent attendre plusieurs mois en Sicile, à Messine. Là, la rivalité entre les deux rois se ranime autour des projets de mariage de Richard qui rompt ses fiançailles avec Adélaïde, voilà, demi-sœur de Philippe, et s'engage avec Bérengère de Navarre. Voilà. Et épouse de Richard Cœur de Lion. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir, vous faire savoir? Je sais plus. Oh là, ça y est, je m'en peux plus. Il y avait quelque chose que je voulais Oh bon, je sais plus. Attendez, je vais voir un peu. Euh, Mince, alors je sais plus. La croisade ne fait que commencer, pourtant Philippe décide de prendre le chemin du retour. La mort du comte de Flandre, survenue le 1er juin lors du siège de Saint-Jean d'Acre, donc en Palestine, je vous rappelle. Voilà, le siège de Saint-Jean d'Acre est une opération militaire de la troisième croisade qui dure de 1189 à 1191. Après la défaite écrasante de Hattin, la prise de Saint-Jean d'Acre est la première opération de reconquête du royaume de Jérusalem qui permettra ce dernier. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir, moi? Oh, je sais plus. Ouvre le dossier sensible de la succession flamande. Bon, allez. La succession flamande, il s'agit de la première préoccupation de Philippe à son retour de croisade. La mort du comte de Flandre sans descendance suscite les convoitises de trois prétendants. Baudouin, comte de Hainaut, Éléonore de Vermandois, comtesse de Beaumont et Philippe Auguste lui-même. L'affaire du mariage. Après la disparition de la reine Isabelle, Philippe Auguste sait qu'il doit se remarier au plus vite. La succession dynastique n'est en effet pas assurée. Son seul fils, Louis, n'a que 4 ans et vient de survivre à une grave maladie. Le choix d'Ingeborg de Danemark répond à la nécessité pour le roi Philippe de mettre un terme aux ambitions des souverains britanniques, essayant par là de réveiller les vieilles rivalités entre Danois et Anglais. Mais en vain, cette politique française a été menée depuis bientôt un siècle par ses prédécesseurs. Alors je vais faire une recherche de quelque chose qui me travaille un petit peu. Je ne vais pas y arriver. Voilà, on va essayer de chercher. Alors, oh non, zut. Je vais voir si je trouve une date. Voilà, la guerre de 100 ans a démarré. Non, c'est plus tard, donc alors on va pas s'embêter. Voilà, je reviens là. Alors après la disparition de la reine Isabelle, je l'ai lu. On l'a lu ensemble. Mais de toute façon, vous pouvez lire, chers amis, indépendamment de mes propres lectures que je fais, parce que je vous donne qu'un aperçu. Je ne vais pas aller dans tous les détails, sinon c'est très long là. La lutte contre Richard Cœur de Lion. Alors on va un petit peu lire ce court passage, je ne sais même pas sûr. Richard Cœur de Lion poursuit la croisade après le départ de Philippe. Il reprend les principaux ports palestiniens jusqu'à Jaffa et rétablit le royaume latin de Jérusalem. Bien que la ville proprement dite lui échappe, il négocie finalement une trêve de 5 ans avec Saladin. Ah, tiens, le roi Saladin. Et embarque au mois d'octobre 1192. Les tempêtes d'hiver le surprennent de nouveau, échoué à Corfou. Décidément, je lis très mal. Est une île grecque. Il est capturé par le duc d'Autriche Léopold V. D'accord. Qui le remet entre
entre les mains de l'empereur germanique Henri VI. Henri VI. Son ennemi pour la libération... Alors son ennemi. Pour la libération de Richard, l'empereur demande une rançon de 100 000 marks d'argent plus 50 000 marques pour l'aider à conquérir la Sicile. Philippe profite... Je devrais mettre le casque pour m'écouter un petit peu. Philippe profite de... Ah ben j'aurais pu mettre un peu de musique aussi au passage, chers amis. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà. Je continue à lire. Alors, Philippe profite de la situation pour négocier le centre. Moi, c'est fort. Je suis au minimum. Alors, Philippe profite de la situation pour négocier avec Jean Santerre, le frère cadet de Richard Cœur de Lion, donc, qui a pris le contrôle du royaume anglo-normand, espérant récupérer la couronne anglaise grâce au soutien de Philippe II. Il prête hommage en 1193, puis, alors que Philippe Auguste attaque les possessions des Plantagenets, alors les Plantagenets sont des langues, je crois. Jean cède au roi de France l'Est de Normandie, le Vexin normand, le Vaudreuil, et Évreux, moyennant 1000 marques d'argent par un accord écrit en janvier 1194 par sa finesse diplomatique et militaire. Philippe tient son rival en respect. Bon. Richard est finalement libéré le 2 février 1194. Sa mère Aliénor d'Aquitaine a payé les 2 tiers de la rançon demandée. Les grandes conquêtes, alors on va voir un petit peu ça. En 1189 et 1214, les victoires face à Jean Santerre. La succession de Richard Cœur de Lion ne va pas d'elle-même face à Jean Santerre. On a une mur apparemment. Le jeune Arthur de Bretagne, donc, âgé de 12 ans, fils de son frère aîné Godefroy de Bretagne, pardon. En 1186 est un commandant sérieux. Philippe Auguste profite de cette rivalité et comme il avait pris possession de Jean contre Richard, il prend cette fois position pour Arthur contre Jean. Il reçoit l'hommage du duc Arthur Ier de Bretagne pour les possessions françaises des Plantagenets au printemps 1199. Ceci lui permet de négocier en position de force avec Jean Santerre et le traité de Goulet. En mai 1200, en mai 1200 est favorable à Philippe Auguste. Le traité est scellé par le mariage avec Louise de France et Blanche de Castille. Ah oui, Blanche de Castille, la mère de Bon voilà, j'espère que vous en avez bien, mais ça ce sera notre sujet d'histoire. La consolidation des conquêtes. Alors, toute la période de Cétale de 1206 à 1212 voit Philippe Auguste s'efforcer de consolider ses conquêtes territoriales, Saint-Jean-d'Arc donc, Jérusalem. Le cas est partiellement violent en Auvergne. Depuis les années 1170, les conflits entre le roi de France et le comte Guy d'Auvergne sont récurrents. Le comte se déclare tantôt vassal des Plantagenets, tantôt indépendant, et à la suite de la prise de l'abbaye royale de Mozac. Bouvines, l'apogée du règne. L'incroyable réussite de Philippe Auguste amène bientôt ses rivaux à s'unir. L'opposition se cristallise en 1214. On y compte naturellement Jean Santerre, des Othons de Brunswick, Renaud de Dammartin et le
qui n'a plus rien à perdre se rend à Francfort pour trouver l'appui d'Othon, puis en Angleterre, où il fait hommage à Jean, qui le rétablit officiellement dans ses possessions anglaises. Les hostilités entre Philippe et Jean reprennent immédiatement. À la même époque, les premières opérations de la croisade contre les Albigeois, c'est les hérétiques qui ont eu, menées par des barons, voient se quereller le comte de Toulouse et les croisés. Philippe Auguste remet cette question à plus tard et se concentre sur les dangers anglais. Il réunit ses barons à Soissons. Le 8 avril 1813, charge son fils Louis de conclure l'expédition contre l'Angleterre et obtient le soutien de tous ses vassaux, sauf un Ferrand. Ferdinand de Portugal ou de Bourgogne, dit Ferrand de Flandre et l'infante de Portugal, comte de Flandre. Le comte de Flandre, qui va lui-même installé 2 ans plus tôt, Philippe cherche alors de nouveaux soutiens, notamment auprès de Henri de Brabant. Après une période d'hésitation, le pape Innocent III choisit par contre de soutenir Jean, un soutien moral mais non négligeable. Les préparatifs du conflit se prolongent. Le projet initial de Philippe, qui souhaite envahir l'Angleterre, prend l'eau évidemment lorsque sa flotte est assaillie et en partie détruite par la coalition ennemie à Dame. Les mois suivants, Philippe et lui s'acharnent contre le comté de Blois et de Flandre. Les villes du Nord sont presque toutes ravagées. En février 1214, Jean sans terre débarque enfin sur le continent de La Rochelle, espérant prendre Philippe à revers. Une stratégie qui fonctionne d'abord, puisque Jean gagne des partisans parmi les barons du Limousin et dans le Poitou. En mai 1214, il remonte jusqu'à la vallée de la Loire et prend Angers. Philippe, toujours engagé en Flandre, confie alors à Louis la riposte contre Jean. Le jeune prince se tourne immédiatement vers la forteresse de la Roche aux Moines. À son approche, Jean est pris de panique. Le soutien des barons poitevins vacille, tandis qu'on annonce que Louis est accompagné de 800 chevaliers. Le roi d'Angleterre suit le 2 juillet la déroute anglaise est totale, mais la coalition n'a pas encore perdu. Et de voir que tout doit se jouer. Alors à Bouvines, vous savez que cette guerre a été assez longue et amènera bien sûr à la capitulation des Français. En 1337, donc nous n'y sommes pas encore, chers amis, mais nous y approchons. Alors l'affrontement final entre les armées de Philippe et la coalition conduite par Othon. Alors Othon c'est un roi, je crois, un roi de la Saxe. De la Saxe, partie anglaise ou partie allemande, je ne sais pas. Et désormais militaire. Alors que plusieurs semaines d'approche, et logiquement, Philippe entend couper ses ennemis des renforts en provenance d'Allemagne. Voilà, c'est en provenance d'Allemagne, donc Othon c'est allemand. Et tente de surprendre Othon par le nord-est. Mais oui, les Anglais et les Allemands sont cousins, vous le savez, c'est... Voilà. Et la Saxe est une partie anglaise au début, le Charlemagne est une partie alémanique et centrale allemande. L'empereur, avant de la manœuvre, il se déplace à Mortagne, à quelques lieues de l'armée royale. Philippe Auguste est conscient de son infériorité numérique. Une partie importante de son armée se bat aujourd'hui contre les Anglais. Il vient d'ailleurs de remporter le 2 juillet la victoire de la Roche aux Moines, avec le fils du roi, le futur Louis VIII, le lion à sa tête. Philippe, ayant observé le terrain lors de son avancée,
fait mine de se replier sur l'île. Othon pense qu'il veut éviter la bataille, et ses armées coalisées pensent que l'ennemi fuit. L'armée française se dirige vers le pont sur la marque de Bouvines. Bouvines, c'est chez nous, mais bon, c'est une commune française située dans le département du Nord. Les gens de France, c'est n'importe quoi. Le dimanche 27 juillet 1214. Bon voilà, je ne vais pas tout vous dire, c'est assez long. La coalition est dissoute dans la défaite. Vous avez vu que la coalition allemande, la coalition d'Othon. Après la victoire de 1214-1223, l'expédition anglaise de son fils Louis, la victoire est totale sur le continent et les ambitions royales ne s'arrêtent pas là. En effet, Philippe Auguste souhaite aller plus loin contre Jean d'Angleterre. Il fait ainsi valoir que Jean doit être privé du trône, rappelant sa trahison envers Richard en 1214 et le meurtre de son neveu Arthur. D'où la légende, je crois aussi qu'il me semble bien. Je pense qu'Arthur a existé, là, l'épée d'Arthur, vous savez, c'est planté dans le rocher que seul le chevalier pouvait retirer. Ah non, l'épée a été jetée dans le lac. Bon bref, la légende d'Arthur, je peux vous en parler là parce que ce serait un sujet à part entière. Faisant valoir une interprétation de la généalogie de son épouse, Blanche de Castille, mais surtout parce que, alors, Blanche de Castille, c'est bien la mère de Louis IX, normalement, non, de Louis VIII. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle est mariée avec Louis VIII, mais c'est la maman, la mère de Louis IX, il me semble. Mais surtout, bon, il y a tout ça ensemble. La croisade contre les Anglais. Alors, l'attitude de Philippe Auguste quant à cette expédition est ambiguë. En tout cas, le roi ne la soutient pas officiellement. Blanche de Castille le convainc de payer pour lever une armée de secours en menaçant de mettre ses deux fils en gage. Mais il est peu vraisemblable d'imaginer qu'il n'ait pas donné son assentiment à celle-ci. Du moins à très peu. Alors bon, la croisade des Albigeois, mais là ça fait aussi l'objet d'une histoire par entière. Concernant les Albigeois, vous savez, c'est dans le côté du sud-ouest de notre pays. Bon, voilà. Cependant, les différentes expéditions sont de faible envergure, malgré les appels à réitérer de notre côté. Philippe se garde d'intervenir personnellement dans cette croisade de l'intérieur, face au pape, il rappelle surtout, et avec Constance, c'est le roi de Suzerain sur le Midi. Il a autorisé son fils à se croiser quand il a la paix. Après Bouvines, les opérations militaires se déroulent en Angleterre et dans le Midi. Alors, je ne sais pas de quelle défaite il s'agit à propos du début de la guerre de 100 ans. C'est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues opposant de 1337 à 1463 la dynastie des Plantagenets, voilà, bien sûr, et celle des Valois. Les Valois, c'est chez nous. Et les Plantagenets, c'est en Angleterre. À travers le royaume d'Angleterre et celui de France, le terme même de guerre de 100 ans est une... Bon, je vais pas lire ça parce qu'on s'en sortirait plus. Hein. Mort de Philippe Auguste. Bon, alors qu'il se trouve à Passy, c'est où Passy? Commune française située dans le département de l'Eure, en région de Normandie. Alors qu'il se trouve à Passy, donc Philippe décide d'assister à la réunion ecclésiastique organisée à Paris pour la préparation de nouvelles croisades. Donc, contre l'avis de ses médecins, après plus de 40 années de règne, Philippe Auguste ne survit pas à la fatigue de son dernier voyage et s'éteint le 14 juillet 1223 à Mantes. Sur la rive gauche de la Seine. À l'âge de 57 ans, son corps est amené à Paris et ses funérailles sont rapidement organisées à Saint-Denis, en présence des grands diplomatiques.
Philippe Auguste et l'exercice du pouvoir de la fonction de la nation et de l'État. Oui, je pensais que c'était sous Louis XI, mais bon, je me suis trompé peut-être alors. À sa mort, Philippe II laisse à son fils et successeur Louis VIII, un domaine royal considérablement agrandi. Le royaume de notre pays, entre 1180 et 1223, donc sous Philippe Auguste, en bleu le domaine royal, en rouge les fiefs anglais, en jaune les fiefs ecclésiastiques et en vert et autres fiefs. Bon. Alors en jaune les fiefs anglais, vous voyez déjà, hein? Ça c'est quoi ça? Bon ben je sais pas. Bon, on laisse un petit peu. On fait un récapitulatif, on n'a pas trop le temps, expulsion des juifs, non, ben, on a vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est revenu en arrière. Voilà, vous voyez l'art chevaleresque, vous voyez. Tout ça, ça s'est perdu sous Philippe, après Philippe le Bel, bon, mais ça... La victoire, voilà, sa mort, Philippe Auguste, l'exercice du pouvoir, voilà, si on vient de le voir. La révolution administrative, Bailly, Hugo et Sénéchaux. Pour échapper à l'ascendance de morcellement qui est le défaut du système féodal, Philippe Auguste entreprend très tôt de mettre sur pied une nouvelle structure administrative lui permettant d'exercer directement son pouvoir sur le territoire. De 1190 à 1203, dans cette décennie que J.W. Baldwin a qualifié à juste titre de décisive, le roi Philippe procède à de grandes réformes. Il organise donc ce système à l'occasion de son départ en croisade par une ordonnance testament de 1190 réglant l'organisation du pouvoir en son absence. Il promeut les baillis. Les baillis est un sens général de représentant de l'autorité sur le territoire, création d'origine anglo-normande dont le rôle dans les territoires français était mal défini. Il s'inspire aussi des réformes administratives qu'Henri II d'Angleterre a introduites en 1176, comme en Flandre, qui se dote d'un corps militaire à la même époque. Il met en forme l'invention des fiefs, des scripta des feudis, lancés par les Anglo-Normands dans leur duché et les temps vermandois, et dans quelques châtellenies. Au sud de Paris, cet inventaire recense les hommages des vassaux royaux, les services de garde du château, la richesse immobilière du chevalier et l'identité des mœurs sous-vassaux. Cette réforme s'achève aux alentours de 1200, quand l'appellation baillie devient courante dans les actes royaux. Nommés par le roi, ils sont une douzaine qui parcourent son domaine au gré des besoins afin de rendre la justice et surtout, dans la seconde moitié du règne, d'établir une comptabilité du royaume. À la différence du système féodal, les baillis n'ont pas d'attache géographique précise. Cela évolue avec Philippe Auguste. Leur activité n'est pas liée à la possession de terre. Ils n'exercent pas de pouvoir en propre, mais représentent le roi. Ils sont rémunérés directement par le souverain et soumis à son contrôle strict, avec l'obligation de rendre des comptes 3 fois l'an. Alors les baillis sont assistés par les prévôts. Alors qui sont les prévôts?
fonctionnaire pouvant occuper plusieurs rôles en France. Le royaume étant divisé en prévôtés au XIe siècle, le prévôt pouvait être un agent du roi qui s'occupait des finances, bien sûr, de la justice, de l'administration et de l'ordre public sur un territoire. Bon, voilà, vous avez à peu près la connaissance, chers amis. Enfin, je crois que vous le saviez déjà dès avant. Hein. Moi, je l'apprends, hein. Je vous avoue que je ne sais pas tout et je suis même très très loin de savoir. La naissance d'une idéologie royale. Bon, on va pas trop s'étaler là-dessus. Le bienfaiteur de Paris. Le règne de Philippe Auguste est une période de vive amélioration pour Paris. Si la cour est encore itinérante, Paris acquiert cependant un statut particulier dans les différents travaux accomplis témoigne. Un grand pas est effectué sous Philippe dans l'invention de la capitale. Quelques faits à retenir. Alors, en 1981, Philippe Auguste transfère la foire Saint-Lazare, c'est quoi ça? Fait paver les rues principales de Paris. Alors en 1186, en 1187, le cimetière des Saints Innocents est assaini, drainé, nivelé et mué d'un mur d'enceinte. En 1190, avant de partir à la croisade, Philippe fait commencer la construction d'un mur d'enceinte sur la rive gauche, la rive droite, pardon. 1194, après la perte des archives royales lors de la bataille de charte royale créant l'université de Paris, voilà. En 1202, achèvement de la construction de la tour neuve à l'entrée ouest de la ville et du château du Louvre. 1209-1210, travaux sur le petit Châtelet, sur la cloche, nouvelle cheminée, une prison de 3 étages. 1209-1212, construction de la partie gauche de la Seine de Paris. L'expansion de Paris ne se résume pas aux travaux menés par Philippe Auguste, c'est également sous son règne que sont créés l'Hospice Sainte-Catherine en 1185 et l'hôpital de la Trinité en 1202. Les travaux de Notre-Dame de Paris, entamés en 1163, progressent aussi à bon rythme. En 1282, le chœur est achevé et le maître-autel. Place dans la dynastie capétienne, la mort du roi, hommage courageux et croyant, le roi Philippe affronte la mort avec lucidité. Quand elle s'annonce, on avait-il encore comme en 1111, oui, si l'on en croit Payen Gastinet, qui c'est ça? C'est peut-être... D'accord. C'est pas le même auteur le premier supérieur des Templiers, je confondais. Chanon de la Basilique Saint-Martin du Tour. Le tombeau de Philippe Auguste, l'hommage de Philippe Auguste. Voilà, bon, chers amis, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon on ne s'en sort plus, je n'en sors plus. Ah voilà, là vous avez des belles enluminures, enfin je vais vous en montrer une particulièrement que j'aime beaucoup. Fin XIIe siècle français, 12 000 romans, c'est référence à Tristan d'Illinois, 15e siècle, Benef, manuscrit de quoi? Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs? Mais celle-là, elle est particulièrement, cette enluminure, enfin c'est une enluminure, elle est
Voilà, chers amis, nous avons fait à peu près le tour. Alors après, je vous laisse un petit peu, bien sûr, à les croisades. Voilà, le film, je sais pas, bon, la classe de film, c'est dommage. King and John, film muet. À quelle année ce film-là? Henri Gordon. Les croisades, c'est un beau film. Richard Cœur de Lion, réalisé par David Butier, avec Henri Gordon, là aussi quand même. La croisade des enfants, téléfilm réalisé par Serge Morin. Robert Ossénard, c'était un présentateur en vidéo, Richard Cœur de Lion. Bon, ça. Voilà, chers amis, bon, je vais arrêter un petit peu ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? L'Inquisition, bon, je reprendrai ça de mon côté ultérieurement. Je voulais juste un petit peu revenir sur un peu d'actualité. J'aurais dû même... Bon, on a passé un bon bout de temps ensemble, chers amis. La vidéo va durer plus d'une heure, hein. Ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça, comme voulez-vous. Il y a des moments où il faut savoir un peu se sacrifier. J'aime pas trop les vidéos longues généralement, mais là, bon, j'avoue que le sujet mérite un petit peu notre attention, la mienne et la vôtre. Enfin, j'espère que c'est le cas. Pour un sujet qui est quand même est un peu le pivot entre le début de l'État français, on va dire, hein, et puis l'abandon des anciennes, on va dire, itinérances administratives, hein, et puis royales aussi, bien sûr, puisque le trône, enfin, le royaume en tant que tel n'était pas encore fixé définitivement. Ce sera le cas sous Louis XIII, Louis XI, Louis XIV, je crois, sous Louis XIV certainement, où le royaume sera fixé à Versailles. Peut-être que déjà Louis XIII avait-il établi, ou Louis XI avait déjà établi un royaume plus fixe, notamment Louis XI, je crois que c'est le Louvre, jusqu'au roi Louis XIII, XIV même, mais Louis XIV était enfant, donc on dira jusqu'à Louis XIII. Mais nous y reviendrons quant à la stabilité de l'État lorsque ce sera le moment. Mais on fera qu'un court aperçu, parce que là aussi ce serait, si vous voulez, une vidéo à part entière. S'il fallait traiter des croisades, s'il fallait traiter du début de la guerre de 100 ans et son étendue, et l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors l'histoire de Jeanne d'Arc, je m'y arrêterai peut-être un peu plus long. Je m'y arrêterai un peu plus longuement, parce que là, il y a vraiment... je voulais vous montrer une information, moi, qui m'a un petit peu interloqué, mais pas forcément surprise. Emmanuel Macron fait appel à vos finances, chers amis. Alors bien sûr, il ne va pas s'en prendre directement sur les comptes bancaires en tant que tels, mais sur les placements. Je pense que ce sera le cas pour le livret à d'épargne, d'autres livrets, hein, je pense l'assurance vie peut-être, je ne sais pas. Il fait appel à votre générosité pour investir, alors pour vous obliger un petit peu, quoi, mais sans vous forcer, mais un petit peu quand même. Il va essayer de vous booster par des conseils, par des conseils pressants, on va dire, d'investir dans l'armée française. Et vous comprenez pourquoi? Parce que M. Macron aurait l'intention d'envoyer l'armée, un certain contingent, je ne sais pas combien, hein, je ne sais pas de combien d'hommes, sur le sol ukrainien, pour assurer la paix, l'intégrité de l'Ukraine et le respect, Bien sûr, le respect... Bon, Macron, il veut imposer ses vues face aux Américains et surtout face à Donald Trump. Bon, mais là, je vous laisse le juge de l'entretien qui aura lieu, qui a lieu aujourd'hui, chers amis, puisque vous prenez cette vidéo le lundi. C'est aujourd'hui, le lundi 24 février, qu'a lieu la rencontre à Washington entre M. Donald Trump et M. Emmanuel Macron. Alors je vous laisse deviner quels seront
les sorties, les saillies, voilà. Bon, voilà. Le président n'exclut pas de lancer des produits d'épargne pour soutenir le financement de programmes de défense et l'augmentation de l'effort de guerre. Alors attention, au début c'est une demande qui vous dit que par la suite il ne va pas utiliser ses pleins pouvoirs, article 16 ou autre, pour vous obliger. Et pour nous obliger, moi y compris, hein, pour nous obliger à investir dans l'armée, quoi. Alors moi je ne vous dirai pas de quelle épargne et où j'ai fait des investissements, bien sûr, parce que bon, c'est personnel, mais je vous laisse juger un petit peu de la volonté d'un chef d'État qui finalement exerce un pouvoir qui dépasse tout entendement de ceux qui croient encore à la démocratie. Hein. La démocratie, ça n'a jamais existé depuis la Révolution, et même depuis les révolutions, qu'elles soient britanniques, françaises ou autres, américaines. Ça, c'est du leur. Hein. Même les États-Unis n'ont pas vraiment une pleine démocratie. Certes, ils ont plus de liberté que chez nous, c'est un fait, il ne faut pas dire le contraire. Mais la démocratie, ça n'existe pas, y compris sur le sol américain. C'est tout simplement un consensus de quelques amendements pour obliger les Américains d'exclure tout esprit de monarchie, de royauté. De toute façon, les États-Unis n'ont jamais adopté la possibilité d'une monarchie ou d'une royauté. Non, ça c'était dès le départ les pleines évolutions des Illuminati de Bavière. C'est exercé d'abord en Angleterre, bien sûr, évidemment, bien qu'ils aient gardé le roi, mais partagé avec un pouvoir laïque. Bon, ils n'ont pas réussi, les Illuminati, à détruire la monarchie ou la royauté britannique. Par contre, ils ont réussi à détruire toute idée de monarchie ou royauté britannique, américaine, pardon, excusez-moi, et par contre, ils ont détruit, voire tué le roi, et c'était prévu dans les entretiens avec Fersen. Alors, je vous explique un petit peu, c'est pas Fersen, enfin je ne sais pas, c'est pas Fersen le Suédois, proche de la reine, prétendument sa maîtresse. Hein. Bon, je vais pas trop bavarder parce que je suis un peu long, mais la révolution, enfin telle qu'elle s'est appliquée aux États-Unis, dont le marquis de Lafayette nous a fait parvenir en France pour fonder la Constitution de 1789 avec Lafayette, je vous rappelle, n'est-ce pas? Puisque Lafayette a coécrit la Constitution. Je ne sais pas si vous êtes au courant, et je vous le rappelle, hein, parce qu'au cas où, ça peut être quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Révolution française ne s'est faite qu'au-delà de l'Angleterre via les États-Unis, qui eux par contre étaient un jeune État fondé par la victoire sur les Anglais grâce à l'armée royale française conduite par Lafayette. Et Lafayette s'est laissé impressionner par le développement de la politique américaine sous Washington et l'entente entre le marquis Lafayette et Washington lui-même. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je vous laisse deviner. C'est que Lafayette s'est laissé inspirer par les idéaux républicains, on va dire, démocratiques, mais il ne renonçait pas à la royauté par contre. Ça, c'est une chose qu'on doit lui reconnaître. Il n'a jamais renoncé à la royauté ou à la monarchie, mais il voulait une monarchie partagée avec un parlement, on va dire, plus autonome. Et c'est ce qui s'est par rapport à l'Angleterre. C'est ce qui s'est passé 3 fois en France, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que l'esprit français n'est pas du tout royal, même si c'est vrai. Les Français, dans leur majorité, étaient restés fidèles au roi Louis XVI, même sous la Révolution. Ils ne voulaient pas sa mort. Mais bon, une minorité qu'on a agitée, à qui on a payé, vous souvenez, s'il vous plaît, vous connaissez le suite de la Révolution, hein. Je ne vais pas vous la refaire. Je ne vais pas vous la raconter à nouveau. J'aurais pu effectivement avoir plus longuement débattu de ce sujet, mais là aussi, ça mériterait rien que la Révolution, ça demanderait une Poutine s'exprime sur les relations, bon ça on l'avait vu, je vais l'en tirer, voilà, hop, on le retire. The Economist, voilà, bon, il veut se débarrasser de Zelensky, bon ça, alors, contamination de l'eau potable, le chlorure de vinyle, bon mais ça c'est une autre histoire, je ne vais pas vous la raconter, hein, c'est 30 ans sous l'hygiène, à vous de voir. Et
Emmanuel Macron, bon voilà, bah, là, c'est des parler français, je vais vous en parler à l'instant. Zapping, les informations LCI, le meilleur de l'info, sur la mission. Voilà. Macron, démission, notre cher président, veut sa guerre et il a besoin de nous. Bon, mais ça, écoutez, je vais pas politique, donc c'est pas la peine. Donc je n'ai rien, voilà. Alors je vais quand même un petit peu voir. J'ai pas réussi à trouver de l'information, mais je sais pas si je vais trouver quelque chose à vous donner, chers amis. Pardon. Bon, la vidéo est un peu longue, hein, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On va voir ce que nous trouvons ensemble. Si nous trouvons rien, c'est pas grave. Alors, horreur absolue, les tartelettes, un bébé de 5 mois pour appeler, et ex-LFI, un réseau de criminels qui vont répondre ça. C'est des infos dont je ne veux pas trop traiter parce que c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et moi j'ai le cœur qui sort en mer, c'est que j'ai tendance un petit peu à avoir des remontées, je ne peux pas venir là. Alors, le livre Devenir Brigitte, best-seller aux États-Unis, mais interdit à l'impression en France. Eh bien oui, forcément, l'enquête de Candace Owens, si vous parlez un peu l'anglais, chers amis, ben, allez voir ces enquêtes sur candaceowens.com et vous trouverez toutes ces copies, ces épisodes qu'elle a traités. Alors là, il y a quelques points de désaccord que j'ai avec elle, c'est que mais bon, elle a peut-être été mal informée, peut-être manipulée, je ne sais pas. En tout cas, mal informée, probablement. Comme je vous l'ai dit une fois sur une vidéo, Xavier Poussard n'est pas l'initiateur de l'enquête Brigitte Macron. Bon, c'est plutôt Natacha Ray, en particulier, surtout. Et comment elle s'appelle Amandine Roy, mais surtout Natacha Ray, qui n'a pas pu poursuivre son enquête pour des raisons de maladie. Elle a un cancer, je crois que même elle est malheureusement à un point de grande difficulté. Et donc quand elle a remis tous ces dossiers qu'elle avait, et Dieu sait qu'elle en avait des dossiers, hein, elle n'avait pas que seulement des débuts, comment dire, qu'un début d'information, non. Elle avait beaucoup de choses dans quelques dossiers. Elle a tout remis à Xavier Poussard, qui lui est un journaliste très ordonné, très consciencieux, a développé à partir de là ses recherches et bien sûr a poursuivi le travail avec brio, ça faut le reconnaître, hein, ça là-dessus on est bien d'accord. Après bon, voilà, hein, je vous laisse juge, moi je ne fais que rapporter l'information sur l'histoire de Brigitte Macron. Je n'ai de connaissance que de ce que j'en ai entendu dire. Après moi je ne fais que vous rapporter ce que je sais, je n'accuse ni les uns ni les autres, je ne prends position ni pour les Macron, ni contre les Macron, ni pour Candace Owens, ni contre. Je ne fais que rapporter, je ne fais que répéter ce que j'entends et ce que je vois, chers amis. Donc que vous soyez d'accord, ma position n'a aucune importance d'ailleurs. C'est avant tout à vous, chers amis, de vous faire vos propres idées, vos propres choix, votre propre opinion. Alors Macron d'émission, je viens de le dire. Bon ben le reste après, voilà, hein, c'est connu. Bon écoutez, non, il n'y a pas grand chose. Il serait peut-être c'est un peu dans cette vidéo, je vais la présenter. Blanchi pour la justice, André Rousseau, sous le feu des critiques. Bon, l'effet des André Rousseau, bon vous savez, bon, ce que j'en pense. Bon ben voilà, chers amis, je crois qu'on a fait le point. Bon écoutez, je n'ai pas grand chose à vous donner d'autre que si ce n'est cette information. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah oui, c'est la vidéo, d'accord, la musique là. Bon, c'est une très belle musique, hein, je dois reconnaître. Là je vais vous laisser écouter juste après que l'on se sépare. Voilà, donc nous revoici ensemble. Donc merci chers amis de m'avoir suivi. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, ben, alors là je vous félicite parce qu'elle a été un peu longue. Bon, elle n'a pas duré 2 heures, mais enfin on a dépassé l'heure je crois, hein, si je regarde bien. Oui, on a dépassé l'heure d'ailleurs. Oui, je l'ai fait largement.
tout cas, merci de m'avoir écouté, de soutenir mon travail. Écoutez, je ne peux pas vous demander plus que ça. Je ne vous ai pas dit de vous abonner, tout le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous pouvez vraiment soutenir mon travail, il y a quelques notions, quelques petites choses à faire, hein, vous le savez. Après tout le reste, je vous laisse le juge de faire comme vous l'entendez. On va se séparer, on se dit à très bientôt, mes amis, et encore une fois, je vous le répète toujours, bon début de semaine, soyez généreux, patients sur votre travail entre vos collègues et vos camarades, essayez de vivre dans la bienveillance, l'attention fraternelle, beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité entre vous, mais pas une fraternalité maçonnique, hein, une fraternalité, on va dire, généreuse, d'être vivant. Vous êtes tous des êtres vivants liés par l'univers, donc essayez de vous comprendre. Soyez généreux aussi, bien sûr, et particulièrement pour commencer avec les membres de votre famille, vos enfants, petits-enfants. Soyez plein d'amour, d'attention, de protection envers ces chers petits. Soyez aussi bienveillants envers vos parents, vos grands-parents. Là aussi, beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection et beaucoup de patience. Parce que les plus anciens méritent encore votre attention, et en particulier vos parents et grands-parents. N'oubliez pas que c'est eux qui vous ont porté dans vos bras quand vous étiez tout petit, et que vous ne pouviez marcher, vous ne pouviez manger par vous-même, et même vous rendre au port par vous-même. Ils ont été patients, ils se sont levés la nuit pour vous. Vous avez été parfois, vous pleuriez la nuit à n'importe quelle heure par exemple, eh bien, ils ont été patients, ils se sont levés, ils vous ont consolé, ils vous ont percé. Pensez à eux, à vos parents, grands-parents, c'est très important. Et bien sûr, alors, vos enfants, petits-enfants, je viens de le dire, parce qu'à votre tour maintenant, c'est tous vous, chers parents, si vous êtes jeunes parents notamment, eh bien, vous prenez en patience les dérangements peut-être que les petits-enfants font. S'ils se réveillent la nuit, s'ils ont des mauvais rêves, je ne sais pas. Pensez à eux, pensez que vous avez été un enfant aussi. Voilà, on se dit à très bientôt, et je vous laisse avec un accompagnement musical. Écoutez, voilà, je vais partager ça avec vous et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Au revoir.